Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nzimba. Comme les semaines précédentes, nous allons au cœur de l'actualité. En ces temps de morosité économique, voire de crise, les économistes prônent la diversification de l'économie et l'auto-emploi. Dans ce numéro, nous allons parler entrepreneuriat, de commerce, de qualité de service pour booster l'économie gabonaise. Vous l'avez compris, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et du développement de services est notre invité. Madeleine Baird, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madeleine Edmé Baird, comme il est de tradition, l'équipe d'Nzimba vous propose ce portrait de vous. Ministre du Commerce depuis septembre 2015, Madeleine Edmé Baird est une femme d'affaires issue d'une grande famille engagée dans la vie politique. Sa mère, feu Rose Francine Rogombé, fut la première femme magistrate du Gabon, présidente du Sénat et présidente de la République par intérim en 2009. Le père de Madeleine, Jacques Rogombé, a été le conseiller d'Omar Bongo. Ancienne étudiante à l'université Omar Bongo, Madeleine Baird obtient ensuite un DESS en droit des sociétés commerciales et fiscalité à l'université Panthéon-Assas à Paris. Elle suit ainsi les traces de sa mère qui a réalisé toute sa carrière dans le monde juridique. De retour au Gabon en 1993, Madeleine Baird intègre le cabinet de conseil juridique FIDAfrica. En 2002, les portes du cabinet Deloitte s'ouvrent. Elle en deviendra par la suite associée et pourra ainsi prendre part à la stratégie du groupe. En 2011, consécration avec sa nomination au poste de directrice générale de Deloitte juridique et fiscale. 2 ans plus tard, elle est élue à la tête de la Confédération patronale gabonaise, la CPG. Madeleine Baird est de ce fait la première femme à occuper ce poste prestigieux à la tête d'une organisation qui regroupe près de 300 entreprises, 80% du PIB national et 90% des salariés du secteur privé. En septembre 2015, avant la fin de son mandat à la tête de la CPG, le gouvernement fait appel à ses compétences pour s'occuper du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et du développement des services. Femme rigoureuse, déterminée, elle manifeste une exigence de qualité dans la conduite des projets. Femme de grand cœur aussi, elle est tournée vers la solidarité. Présente et active dans la vie associative, elle adhère à l'association des jeunes étudiants du Moyen-Ogooué et dans le même registre, crée l'OADA Gabon, la maison du droit. Et comment oublier sa récente mobilisation en faveur des victimes de la catastrophe naturelle de Lambaréné. Un parcours professionnel singulier, Madeleine Baird, première femme à la tête du patronat gabonais, un milieu dit d'hommes. Êtes-vous une dame de fer ? Je suis décrite comme une dame de fer, mais en réalité, je pense que, comme toutes les femmes qui réussissent, nous sommes perçues comme des dames de caractère, tout simplement parce que derrière le gant de velours que nous sommes également, il y a cette recherche de la rigueur, de la perfection, du souci du travail bien fait qui nous anime et qui peut faire paraître que nous sommes des femmes assez dures en affaires ? Assez dures en affaires, oui. Intransigeantes ? Je ne dirais pas de l'intransigeance, mais de l'exigence. D'accord. Donc cette première partie, c'est aussi voir votre côté jardin. Vous avez un agenda professionnel chargé. Que faites-vous pour vous décompresser ? J'aime bien me retrouver avec ma famille, mon époux, mes enfants, ma sœur, mes frères, et puis tout ce que j'aime. Ça permet effectivement d'oublier un peu le stress professionnel. La famille, c'est important pour vous ? Extrêmement, oui. C'est quoi ? C'est votre refuge ? C'est un équilibre sans lequel on ne peut pas réussir professionnellement. Ça permet de prendre du recul. Vous êtes mère de famille de 3 enfants. Quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos enfants ? Le respect, le soin de l'autre et l'exigence. Vous avez une activité préférée avec eux ? Vous avez le temps ? J'ai le temps parce que j'ai toujours eu le sentiment de penser que vous avez un temps pour les enfants, de 0 à 18 ans. C'est le temps de partage entre la mère et l'enfant. Et qu'à partir de 18 ans, cet enfant s'envole. Donc j'accorde beaucoup d'intérêt à mes enfants sur la période entre 0 et 18 ans. L'âge de la maturité. Voilà. Maturité surtout de peut-être quitter le nid familial pour aller découvrir d'autres cieux aussi, pour les études. Voilà.
D'accord. Madeleine Baird, quelle qualité appréciez-vous chez une personne? La rigueur, la précision. Quel est le défaut, ou plutôt donc, j'allais dire la faute, qui vous inspire le plus d'indulgence? La naïveté. La naïveté d'une personne qui ne maîtrise pas forcément le sens de ce que peut apporter un mot, un geste. Donc, j'ai une certaine indulgence. Où aimez-vous passer vos vacances? À Lambaréné, dans la maison familiale au lac avec tous mes frères et toute ma famille. Alors, on y est. C'est un petit peu comme dirait la chanson de Pierre Akenenge, votre nom d'hippo, Lambaréné? Oui, nous avons effectivement un fort attachement à Lambaréné. Et on a une maison de famille où nous nous sommes tous donnés un point d'ordre, c'est de se retrouver chaque année au même moment, en famille, avec tout le monde. Donc, on ne vous cherche pas à quelle période pendant les vacances. On sait que vous êtes chez vous dans les lacs. Voilà, nous passons une semaine dans les lacs, dans le mois d'août. Avec les enfants, les conjoints? Exactement. Et qu'est-ce que vous faites dans les lacs? Parce que c'est quand même, c'est un rythme assez particulier quand on s'arrête pour une femme d'affaires comme vous. On reprend la vie, on partage, on discute avec ses frères et sœurs, son époux, on pêche, on se baigne, on partage des moments de visite avec les enfants dans les alentours, on est en détente, on prend le temps d'apprécier la nature. J'ai envie d'anticiper parce qu'on en parlera un peu plus loin dans l'émission, mais vous me donnez l'occasion. Vous voulez revaloriser le patrimoine culturel, le tourisme. Donc je vous donne l'occasion. Pourquoi on irait à Lambaréné? Mais parce que c'est une belle destination, c'est d'ailleurs l'une des villes les plus connues grâce à la présence du Dr Abel Schweitzer à Lambaréné, donc internationalement elle est très connue, et puis par la beauté des paysages sur le bord de l'Ogooué et cette profondeur dans la nature qui séduit et qui fait rêver. Madame le ministre, pourquoi avoir embrassé une carrière politique alors que vous présentez comme une femme d'affaires prospère? Écoutez, dans la vie, il y a des événements qui viennent à vous sans que vous ne le demandiez. Après 22 ans de carrière dans le privé, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une opportunité d'apporter un peu l'expérience que j'ai acquise dans ce milieu-là au développement du pays. Finalement, on veut dire quoi? Vous êtes la personne politique maintenant qu'il faut, à la place qu'il faut, grâce à vos 22 ans d'expérience. Vous vous sentez à l'aise dans ce département? Oui, je me sens à l'aise dans ce département parce que c'est un département que je comprends. Je comprends les besoins des entrepreneurs. Venant de ce monde-là, donc j'ai plus d'empathie à comprendre et à aligner la politique d'accompagnement que ces entrepreneurs pourraient attendre. Nous sommes pratiquement arrivés au terme et on souhaiterait vous poser cette question. Vous êtes une femme accomplie. Qu'est-ce qui vous manque? Je pense qu'il ne me manque rien, si ce n'est de continuer à servir et à travailler et à me rendre utile. Merci pour ces confidences, Madeleine Baird. À présent, nous allons au cœur du débat avec les chantiers prioritaires de votre département. Pour cette seconde partie, nous allons nous intéresser à l'artisanat et à l'entrepreneuriat. Votre réaction après ce reportage. Face à la crise économique persistante, la diversification de l'économie devient une impérieuse nécessité, voire une obligation, et un chemin qu'il faut absolument emprunter pour créer de la richesse au Gabon. Ainsi, le pays change de cap, en faisant en sorte que l'économie ne repose plus sur la rente pétrolière ou les mines, mais plutôt sur les services par exemple. L'État déploie les moyens humains, matériels, techniques et financiers pour donner aux nationaux les opportunités de s'insérer dans le tissu commercial et industriel. C'est une nouvelle classe d'hommes d'affaires que les pouvoirs publics voudraient voir émerger pour tirer vers le haut les fils du développement économique.
Projet titanesque et ambitieux, les autorités gabonaises s'emploient à créer un environnement favorable à la création des PME. Les domaines d'activité sont identifiés, les institutions en charge d'aider les jeunes créateurs fonctionnent, tant bien que mal. Mais le chemin est encore long, car il y a des difficultés, notamment au niveau de l'amélioration de l'environnement des affaires, l'ouverture au crédit rendue peu accessible aux jeunes créateurs, entre autres. Ainsi, les jeunes artisans ou entrepreneurs attendent des pouvoirs publics des mesures qui favoriseraient l'essor de ce secteur pour résorber le chômage endémique, l'accès aux fonds pour développer les activités, une fluidification du parcours de l'entrepreneur face aux formalités administratives ne sont pas toujours à la portée de tous. Un défi majeur à relever pour notre invitée, elle qui vient du monde de l'entreprise et du secteur privé. Madeleine Edmé-Bert, vous entrez au gouvernement en septembre 2015 en tant que ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et du développement des services. Quelle politique sectorielle pour votre département ? Nous avons identifié une politique sectorielle en 4 axes. Un premier axe qui mettra un focus sur l'artisanat, un deuxième axe sur l'entrepreneuriat, un troisième axe sur le commerce et un quatrième axe sur le tourisme. Pour chacun des axes, nous avons identifié des actions à très court terme, à moyen terme et à long terme. Pour poursuivre le débat avec nous, Louis-Philippe Badinga nous a rejoint. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Nous allons discuter artisanat et petites et moyennes entreprises. Souvent, quand on parle artisanat, on a tendance à penser à ces fabricants de petits objets. On ne pense pas toujours au boulanger, à cette dame qui fabrique le manioc, à celle qui conditionne le dica ou le piment. En somme, un secteur pas très visible et inorganisé. Comment entendez-vous y remédier ? Écoutez, contrairement à ce que vous dites, je pense que l'artisanat englobe effectivement tous ces métiers. Pour nous, l'artisanat, c'est ce secteur qui met en valeur la créativité, qui met en valeur la dynamique économique, quelle que soit la taille, quel que soit le talent. Nous avons dès le départ identifié la nécessité de pouvoir donner de la visibilité à nos artisans. Donc le premier axe que nous avons indiqué, c'est de dire comment et par quels moyens nous allons les rendre visibles. Nous avons donc à cette occasion mis en place le village de Noël qui a été organisé sur le front de mer et dans la zone d'Akanda, et qui a permis à tous ces artisans, ces petits opérateurs économiques qui ont un talent magnifique de pouvoir effectivement exposer leur talent. Les rendus que nous avons eus de ces exposants et qu'ils ont eu l'opportunité non seulement d'être vus, d'être visités et de réaliser un chiffre d'affaires qu'ils n'avaient jamais réalisé en 15 jours. Donc cet axe se poursuit notamment avec un accompagnement ciblé que nous avons mis en place. Nous avons intégré ces artisans dans l'identification que nous avons lancée au niveau des PME et un accompagnement que le ministère va mettre en place à l'occasion notamment, par exemple, des déplacements que nous faisons dans les foires internationales. Nous venons récemment d'accompagner une petite équipe d'entrepreneurs dans une foire dans un pays voisin. Nos équipes les ont accompagnés, nos équipes les ont aidés à faire des B2B et à essayer d'avoir des rencontres utiles pour améliorer leur talent, leur créativité et surtout s'inscrire sur une ligne de croissance économique capable de leur donner une richesse. Madame le ministre, pour ceux qui nous écoutent, donc les artisans gabonais existent, ils ont du talent, ils sont compétitifs et votre département va s'atteler à les rendre plus visibles. Un accompagnement, je dirais. Le premier objectif que nous allons atteindre, c'est l'annuaire de l'artisanat. Nous avons estimé qu'il fallait qu'il soit connu. Donc nous avons 2 projets, un annuaire de l'artisanat qui les recense et les met en valeur, et également un catalogue de l'artisanat qui pourra être un outil à la disposition de l'offre publique ou privée et permettre que le Gabon puisse se vendre à travers ses objets d'art, etc. Il est vrai que, contrairement à ce que le journaliste nous a dit, l'artisanat pour nous, ce n'est pas toujours le boulanger. Pour nous, le boulanger, c'est un artisan, mais qui est également un opérateur économique.
tout comme l'artisan. Donc nous les avons beaucoup plus classés vers les entreprises parce que nous avons lancé une longue phase d'identification. Oui, nous allons en discuter tout à l'heure. Continuons à parler artisanat. Un des problèmes dans ce secteur, c'est celui du packaging, du conditionnement, de la traçabilité et peut-être même de la labellisation. On voit de plus en plus des produits être exposés dans des grandes surfaces. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une action que vous menez pour permettre à ces produits d'être mieux commercialisés? Ça a été l'un de nos premiers objectifs parce que, à l'occasion de la réalisation du village de Noël, nous nous sommes rendus compte que nous avions un panel d'artisans dans le domaine de la transformation alimentaire, dans le domaine de la transformation industrielle, et nous avons donc identifié ce besoin précis. Et là, nous avons donc mis en place des actions pour les mettre en contact avec des organismes capables de standardiser effectivement la chaîne alimentaire, de la sécuriser. Nous avons eu des contacts aussi avec des investisseurs étrangers pour les accompagner sur l'emballage, qui reste un problème énorme, parce que nous n'avons pas d'usine aujourd'hui capable de nous donner des verres, des pots, etc. Mais on les accompagne, il y a une politique qui a été mise en place. Et le cahier des charges que nous avons est justement de pouvoir effectivement écouler les produits gabonais sur le marché. Ces actions commencent à être visibles, mais nous devons aller encore plus loin pour que le consommateur ne soit pas en position de se dire « mais quelle est la chaîne de fabrication, comment on en est arrivé là ?» Donc nous accompagnons ces opérateurs, nous les visitons et nous faisons un reportage, enfin pour mieux s'approprier, de la chaîne de fabrication, de la chaîne de transformation, pour convaincre le consommateur et justement augmenter la capacité qualitative des produits qui sont justement exposés dans nos surfaces. Est-ce que ce ne sont pas là les objectifs de l'AGOA? L'AGOA est un programme qui met en évidence des opportunités d'écoulement de nos marchandises vers le marché américain. Pour cela, il faut quand même être aux normes. Tout à fait. Donc c'est un programme qui va nous permettre également de pouvoir tirer par le haut les artisans dont les produits seront identifiés comme étant susceptibles d'intéresser le marché américain. Et là-dedans, nous avons le bois, nous avons le textile, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons même des produits de la pêche qui peuvent avoir un intérêt à être écoulés sur le marché américain. Nous avons donc mis un plan d'action pour corréler les produits gabonais avec les besoins du marché américain. C'est en cela que nous avons déjà identifié le centre de ressources de l'AGOA qui sera installé dans nos locaux. Nous avons également identifié les équipes, nous avons une salle de formation qui sera dédiée à cela. Nous avons prochainement l'intention de mettre en place le CONAGOA qui sera l'outil de travail qui va nous permettre de faire le lien entre les opérateurs économiques, le ministère et le programme de l'AGOA. Et nous avons revu la composition de ce CONAGOA en tenant compte du fait qu'il fallait plus d'acteurs du secteur privé pour mieux les impliquer dans la stratégie nationale de l'AGOA qui sera soumise à la table du gouvernement dans les prochains jours. Oui, nous allons parler maintenant entrepreneuriat, notamment les PME. Mais déjà, au niveau de la loi, il n'y a pas suffisamment de clarté lorsqu'on classifie les PME. Autrement dit, la loi dit simplement que ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 2 milliards. À votre niveau, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour pouvoir distinguer les différents opérateurs dans ce secteur? Nous sommes partis du constat de l'insuffisance de la loi 16-2005, qui est vraiment une loi qui limite la classification au montant de l'investissement. Non seulement le montant de l'investissement n'est pas le seul critère, mais également cette loi renvoie à des organismes qui sont inexistants aujourd'hui. Donc très vite, nous avons lancé ce qu'on appelle la phase d'identification des opérateurs économiques dans le souci de dire mais quelle est la cartographie de ces opérateurs? Nous n'avons pas fait une identification de la PME, nous avons fait une identification de l'opérateur économique partant du principe que même le petit artisan est un opérateur économique. Donc cette étape va nous permettre de redéfinir les différents critères de classification qui partent de l'effectif, du montant investi, de l'adressage, de l'outil comptable, et je rajouterai même de l'expérience professionnelle, le savoir-faire. Nous avons donc lancé cette opération dès le mois d'octobre 2015, elle est toujours en cours.
Nous avons eu l'opportunité de nous appuyer sur des sources qui ont été déjà identifiées, la Chambre de commerce, les impôts, et puis tous ces outils-là. Nous avons repris ce travail-là, nous l'avons affiné, nous avons une base de 7000 opérateurs économiques. Nous affinons l'identification parce que notre objectif, ce n'est pas de faire un annuaire tout simple, mais de pouvoir mettre en valeur des entreprises qui sont effectivement capables afin de convaincre non seulement la commande publique, mais également de convaincre l'offre privée, ce qui nous permettra d'accompagner tous ces opérateurs dans leurs besoins de renforcement de capacité, soit en capital humain, soit en actifs, ou encore, je dirais, tout simplement dans le besoin de financement. On va leur apprendre à mutualiser leurs efforts, on va apprendre à collaborer entre eux, à partager l'expérience. Nous invitons donc tous les opérateurs économiques à vouloir jouer le jeu parce qu'on observe une certaine résistance à cette identification qui n'a absolument rien à voir avec une recherche en taxation ou autre. C'est simplement pour les classer, définir un statut juridique et fiscal et social adapté. Un artisan n'a pas besoin d'avoir une feuille de route taxe très élevée. Un mécanisme de paiement d'impôts en une seule fois peut être mis en place avec l'appui de la Direction générale des impôts à condition qu'on leur fournisse cette famille-là. Oui, Philippe Badinga, vous êtes pratiquement arrivé au terme de votre temps au cours de cette émission. Vous voulez peut-être aborder un des projets qui tient à cœur le ministère du Commerce avec l'espace PME. Oui, en effet. Le plus souvent, les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, se plaignent souvent de ne pas être accompagnées. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement au niveau de votre ministère pour remédier à ce problème? Outre l'identification, nous avons identifié la charte de la PME qui sera l'espace de concertation entre eux et nous parce que nous voulons aboutir à un projet de réforme qui tienne compte des desiderata du secteur privé et nous allons accompagner, donc l'échange. Et on a estimé qu'il fallait qu'il y ait un espace, que la PME puisse se sentir chez elle dans le ministère. Et cet espace PME, c'est un projet que nous avons mis en place à partir d'un espace qui était disponible dans nos locaux, 650 mètres carrés, que nous allons aménager avec des salles de réunion, un centre multimédia, des salles de collaboration pour pouvoir permettre au secteur privé, aux opérateurs économiques de pouvoir se retrouver. L'objectif de cet espace, c'est de mettre des salles de formation à disposition, des salles de copartage, des salles de B2B. On aura un stand de veille, information pour les mettre à niveau. Et puis, nous estimons qu'avec des partenariats avec les acteurs du secteur privé qui seraient capables de mettre en place des plannings de formation de manière rotative pourrait permettre effectivement à ces interlocuteurs de se sentir reçus et chez eux, chez nous. Oui, dans un contexte où les banques ne sont pas prêteuses et dans lequel le gouvernement a du mal à solder la dette des PME, c'est un véritable problème. Le problème de la dette des PME, comment entendez-vous contribuer pour régler ce problème au niveau du gouvernement? Afin que ces PME soient encore plus performantes. Alors, le problème de la dette aujourd'hui est déjà réglé au niveau du gouvernement. Donc, notre objectif aujourd'hui n'est pas de régler. Le problème aujourd'hui, c'est de dire comment on va éviter que ce phénomène ne se reproduise, notamment par la labellisation de ces entreprises-là. Lorsque vous avez un banquier qui a du mal, le banquier, c'est normal, il va offrir un financement, mais il a des critères sur lesquels il s'attarde. C'est la profitabilité, c'est la rentabilité, c'est le projet. Il faut que la PME gabonaise arrête de penser qu'on doit lui donner un financement pour le lui donner comme ça. Il faut séduire, il faut pouvoir effectivement dire à un banquier, voici le projet que j'ai, avec moi, voici la rentabilité que toi, banque, tu pourras avoir avec moi, je suis un bon produit. Pour le faire, il faut donc se donner les moyens de se structurer, d'être un vrai entrepreneur en termes de capital humain, en termes d'actifs, en termes de citoyenneté par rapport aux lois, par rapport aux règlements. Et vous voyez aujourd'hui, lorsque nous discutons avec ces PME, on a le sentiment qu'elles ont un véritable besoin d'accompagnement. Nous allons le faire, nous allons les identifier dans un souci d'accompagner de manière qualitative. Et n'oubliez pas que la commande publique qui englue et qui obère complètement l'économie de ces PME, est liée au fait qu'elles sont convaincues qu'il n'y a que l'État qui est le principal. Voilà. Et nous pensons que non. Il faut effectivement que ces PME soient éligibles à la commande privée, laquelle est peut-être un peu plus exigeante
comme le serait le secteur banquier privé, tout simplement parce qu'on doit leur donner les moyens d'être structurés. Donc c'est l'objectif que nous... qui vous passionne, oui. Madame le ministre, mais également d'autres dossiers à votre actif, entre autres concernant les secteurs commerce et tourisme. C'est le prochain reportage que je vous propose de suivre. Il s'agit d'aborder les questions initiées par rapport à votre département en matière de commerce et de tourisme. Domaine par excellence de création d'emplois, d'activités diverses, de création de PME-PMI, le commerce et le tourisme représentent pour tous les pays du monde, comme pour toutes les entreprises, une niche de revenus. Sur les 5 continents, nombreux sont les pays qui misent sur l'industrie du tourisme pour se développer. Leurs départements ministériels en charge du commerce définissent la stratégie de communication commerciale de toute l'économie. Le MITI au Japon est par exemple une véritable institution, un exemple qui a fait de ce pays une référence planétaire en matière de politique commerciale et de projection des entreprises japonaises vers les marchés porteurs. Tout comme le Japon, le Kenya, l'Égypte ou encore le Sénégal, la Namibie sur le continent, ces pays se sont bâtis de solides réputations pour devenir des destinations prisées grâce à leur savoir-faire dans les activités commerciales et surtout au niveau du tourisme. Activités nobles et renouvelables, presque inépuisables, le tourisme assure la promotion de la destination et soigne l'image du pays. Il fait bien sûr aussi rentrer des devises. Dans cette optique, les réformes sont importantes. Réformes institutionnelles, réformes structurelles et infrastructurelles incluent la formation au métier du tourisme. Ce nouveau virage exige respect des normes et assurance qualité. Le Gabon a tout pour être une excellente destination. La nature lui a tout donné. Chaque province possède des sites que l'on pourrait bien valoriser à condition qu'une stratégie dans ce domaine soit développée. Le gouvernement gabonais veut améliorer le climat des affaires, mais on constate en même temps une superposition de taxes, de contrôles. N'est-ce pas contradictoire, contre-productif? Quelle action mener et correctrice? Sur cette question, nous avons pris l'initiative de mettre en évidence un programme de vulgarisation, de sensibilisation. Nous sommes partis du constat que le ministère était perçu comme étant un ministère assez répressif et pour éviter d'avoir cette connotation, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on exprime d'abord à l'opérateur économique ce que c'était les textes et règlements qui gouvernent le commerce. Donc nous allons lancer dans les prochains jours une phase de vulgarisation et de sensibilisation où nous allons adopter une démarche fortement pédagogique et qui va effectivement mettre en évidence le pourquoi du comment. En ce qui concerne la superposition des taxes avec les mairies et avec les autres acteurs, nous allons entamer effectivement des discussions avec ces acteurs-là pour qu'ensemble nous puissions harmoniser la démarche qui consiste à ne pas terroriser effectivement l'opérateur économique et qui le conduit d'ailleurs très facilement vers l'informel. Absolument. Pour poursuivre le débat, Jonas Osombe nous a rejoint. Bonsoir Madame la Ministre. En fait, comme elle vient de le dire, et vous-même vous l'avez renchéri, la carte de commerce a fait polémique au Gabon pendant longtemps. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La problématique est toujours en suspension parce que nous estimons qu'effectivement le processus tel qu'il était entamé ne répondait pas très sincèrement à l'objectif que nous recherchions. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs économiques qui s'interrogent à l'effet de savoir mais pourquoi on va m'exiger encore une carte de commerçant? C'est pour cela que lorsque nous sommes arrivés, la suspension était déjà active. Nous sommes en train de mettre en place justement cette démarche pédagogique. En réalité, de quoi avons-nous besoin? La qualité de commerçant, elle s'obtient au registre du commerce et du crédit immobilier. On n'a pas forcément besoin. Mais en tant que ministère, nous sommes obligés de réguler l'activité. Nous sommes obligés de savoir qui aujourd'hui exerce toujours cette activité. Nous sommes donc en train d'aller vers une mutation du système, plutôt vers une identification qui est le prolongement de l'identification que nous avons lancée avec un numéro qui sera renouvelé. Je donne toujours comme exemple assez facile l'acte de naissance. Nous avons tous un acte de naissance, mais nous avons pour autant une carte d'identité nationale ou alors un passeport. Nous sommes dans cette même logique-là. En attendant que cela ne soit mis en place
quel sens donnez-vous aux missions de vos services qui vont aujourd'hui sur le terrain? Je leur ai demandé d'aller justement être pédagogue, d'aller expliquer les raisons du pourquoi. Pourquoi on a besoin d'une identification, pourquoi on a besoin d'une carte de commerçant. Mais c'est simplement parce que nous avons besoin de statistiques pour justement être sûr de qui exerce et où et dans quel domaine. Donc la phase que nous avons menée va nous permettre de classifier, justement les identifier par numéro. 1 correspondra à la micro, 2 correspondra à la moyenne, 3, etc. L'objectif, c'est de donner du sens à l'identification. Il faut qu'on sache les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'avoir une carte d'identification. Peut-être qu'on ne va plus l'appeler carte de commerçant puisqu'on est en train de réformer tout ça, mais une identification qui d'ailleurs ne doit pas être une source de recettes. Il n'était pas normal qu'on leur demande de payer des sommes excessives pour avoir le statut de commerçant à travers la carte de commerçant. On va mettre en place un nouveau système. Est-ce qu'on peut avoir les délais? Nous sommes en cours. Je pense qu'avec une démarche active, dès le mois de juin, on aura déjà ces résultats-là. On a entamé une démarche avec des objectifs à très court terme. Nous avons donc l'annuaire des PME, l'annuaire de l'artisanat et l'identification qui sont pour nous des objectifs précis, identifiés et en livrables dans le temps. Au niveau du commerce international, il y a la question de l'accord de partenariat économique entre les pays de la sous-région et l'Union européenne. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a été désigné par ses pairs parrain des négociations pour l'aboutissement de cet accord. Le mois dernier, vous avez présidé une réunion des ministres de la sous-région sur ces accords. Est-ce qu'en août prochain, vous allez tenir les délais? C'est un enjeu important. Il faut d'abord rappeler ce que sont les APE. Les accords de partenariat économique sont les accords qui lient les États de la CEMAC avec l'Union européenne. Nous devons donc aboutir à un accord régional pour justement intensifier les flux commerciaux vers le marché européen. Depuis le début des négociations, nous ne sommes jamais arrivés à un accord. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a été désigné parrain pour que nous puissions aboutir à un accord régional. En soulignant également que dans l'intervalle, seul le Cameroun a signé un accord intérimaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour qu'avant l'échéance de cet accord intérimaire, les pays de la CEMAC et l'Union européenne puissent aboutir à un accord régional qui intègre les préoccupations de tous les États. Et c'est cet enjeu auquel le président de la République doit faire face. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de mettre en place la feuille de route pour emmener les parties avec des clauses même de rendez-vous pour aboutir à un accord régional qui pourra nous permettre... Quel est l'impact? Il faudrait peut-être préciser quel est l'impact de l'accord signé par le Cameroun, cet accord intérimaire sur l'ensemble de la sous-région. Je pense qu'il s'agit de l'importation de la banane. Oui, il y a l'impact et c'est lié au niveau des DEX régionaux. Vous savez que la CEMAC est régie par un tarif douanier commun et nous avons des règles communes. C'est-à-dire que lorsque l'un fait quelque chose, il faut d'abord qu'on se mette d'accord pour que tout le monde applique la même chose. Les accords de partenariat économique ont rencontré des succès dans les autres pays, dans les autres zones. Il n'y a aucune raison que dans la zone CEMAC, on ne puisse pas effectivement aboutir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, seul le Cameroun, tout seul, sans que les autres n'y prennent part ou n'y participent, bénéficie des échanges vers l'Union européenne. Donc les délais vont être tenus. Et l'impact, s'apprécie au niveau douanier. Mais il y a quand même beaucoup de préalables à mettre en œuvre avant d'y aboutir. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire un travail pour édifier la feuille de route du chef de l'État pour indiquer dans quel sens on peut aller, si on y va, qu'est-ce qu'on gagne, si on n'y va pas, ou alors qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir y arriver et ne pas être exclu du commerce international. Donc vous nous confirmez que les délais vont être tenus? Nous nous attachons à le faire, bien sûr. C'est la feuille de route, nous nous sommes fixés ces objectifs-là. Nous avons une prochaine rencontre au mois de juin au Cameroun avec les ministres de la zone et nous essayons d'avancer. Nous allons effectivement saisir le chef de l'État sur le contenu, les avantages et les inconvénients, les aspects sur lesquels il doit insister en sa qualité de parrain. En tout cas, c'est un objectif que nous nous sommes appropriés parce que nous nous sommes obligés de nous inscrire effectivement dans le commerce international.
avec l'Union européenne notamment. Madame la ministre, vous avez également en charge le développement des services et le tourisme. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas une dame de fer. Comment vous allez faire pour relever le challenge du développement des services au Gabon? Ben justement, quand on sait tout le problème que le service pose ici. C'est tout l'enjeu justement de l'accompagnement. Vous avez par exemple les services. Lorsque vous regardez le pilier Gabon des services, d'abord c'est déjà premièrement le passage de l'informel au formel. Vous avez un boulevard, mais en termes de besoins de services dans ce pays, qui mériterait qu'on y accorde de l'importance. Nous avons par exemple la Cannes 2017 qui aujourd'hui va arriver dans notre pays. Pour pouvoir accueillir un opérateur économique ou un visiteur, il faut un service. En même temps, on a envie de savoir le rapport que vous faites entre le développement de services et le changement de mentalité. Ah, ça c'est le gros souci de notre pays, c'est le changement de mentalité, c'est partout. Hein. Alors ce que j'observe aujourd'hui, c'est la dynamique que nous observons dans la mentalité des jeunes entrepreneurs. Le développement des services et du service, c'est la qualité. On ne retient un client que par la qualité du service, dans l'accomplissement des formalités, que ce soit dans tous les domaines, ou dans le digital, ou dans tous ces services qui accompagnent une offre qualitative. Au Gabon, malheureusement, lorsque vous avez besoin d'accomplir une certaine formalité, vous êtes confronté au fait qu'il n'y a pas toujours la qualité derrière, ou alors même, vous ne savez même pas vers qui vous adresser pour un service tout simple. Madame la ministre, le Gabon accueille plusieurs événements importants, le New York Forum, des conférences internationales, des colloques, des grands événements sportifs. On a l'impression que derrière tout ça, le Gabon ne suit pas en termes de tourisme de ville. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Mais nous avons pris la mesure de cet objectif-là dès le départ, puisque nous avons déjà mis en place une offre touristique destinée à capter toute la croissance qui sera induite par la Cannes 2017 en termes de services, en termes de visites touristiques. Nous avons identifié le tourisme artisanal, le tourisme de la nature, le tourisme historique. Nous avons mis dès le départ une offre qui a déjà été transmise d'ailleurs à tous les acteurs transversaux et nous pensons que le visiteur à l'occasion de cet événement aura l'opportunité de découvrir le Gabon dans les 4 provinces et par ailleurs partout. Nous avons un projet de mettre en place des villages du souvenir avec le souci, par exemple, de se dire, quand je pense au Lintem, je pense à quoi? Donc on va susciter la créativité de nos artisans pour que ces espaces, cette créativité du rappel du pays ou de la ville qu'on aura visité sera fait. Nous allons effectivement inciter les opérateurs économiques de restaurants à travailler avec des artistes pour magnifier le tourisme culturel. Justement, quelles sont les synergies qui existent avec les acteurs du secteur? Est-ce qu'il existe des synergies entre vos ministères et les acteurs qui opèrent dans ce secteur? Nous avons initié les premières rencontres la semaine dernière, notamment avec les opérateurs des agences de tourisme, pour justement que ces agences s'imprègnent du besoin. Nous avons déjà prévu des guides, des visites touristiques sur les sites du pays. Par exemple, on va faire une visite à la place de l'Indépendance, on va restaurer l'histoire de la place de l'Indépendance, on va restaurer l'histoire du capitaine Choréré, on va effectivement susciter l'intérêt du visiteur à faire. Nous avons donc une offre de formation qui est destinée aux jeunes Gabonais. La cible, ça sera plutôt les universités de langue, la faculté de langue, pour que ces jeunes soient déjà formés à pouvoir décrire un parcours en anglais, en espagnol et en français, correct, historique, bien travaillé pour le public touristique. Nous allons aborder la Cannes, c'est le dernier volet de notre partie parce que justement le Gabon est impliqué donc tout simplement parce qu'il abritera l'événement dans moins d'1 an. Événement sportif phare en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de football est également le plus grand rassemblement des espaces économiques, commerciaux et touristiques. Son organisation mobilise des secteurs entiers de l'économie et de l'industrie. Des études qui participent au choix des sites, à la construction des stades, en passant par la construction des hôtels, des routes, des ouvrages d'art, des aéroports, des salles de spectacle, des jeux, des marchés, y compris la création des entreprises de services. La Cannes est un univers de commerce, une destination touristique privilégiée
privilégiée autour d'un événement qui en crée d'autres. Pendant un mois, le pays qui organise la CAN, tout comme les sites qui accueillent l'événement, focalise l'actualité continentale et mondiale. Comme nous pouvons le constater, l'organisation de la CAN est une formidable opportunité pour vivre des expériences autour du ballon. Des jours durant, le pays ouvre ses portes aux touristes du sport. Ainsi, la CAN 2017, au Gabon, se présente sous les meilleurs auspices. C'est la deuxième fois en 5 ans que le pays abrite l'événement. En 2012, dans le cadre de la co-organisation avec la Guinée équatoriale. Et pour cette édition 2017, le Gabon qui l'organise seul. Les 4 sites que sont Libreville, Oyem, Franceville et Port-Gentil voient leur chantier sorti de terre. Ces villes seront, dans un an, des attractions touristiques. À côté du football, la CAN offre tout type de découvertes, des facettes culturelles des provinces qui abritent l'événement, une visibilité de l'art culinaire par exemple ou encore du folklore. En résumé, la CAN c'est une production grand format pour la promotion et la valorisation des industries locales traditionnelles. Un des chantiers qui vous tient à cœur, Madeleine Edmé-Bert, c'est celui de la CAN 2017. Quel intérêt pour votre département? C'est un intérêt très vif dans la mesure où c'est une opportunité de vendre le Gabon. Il faut savoir que dès le début de ma prise de fonction, nous avons déjà travaillé sur la stratégie nationale du tourisme, puisque le tourisme est l'un des axes justement qui va permettre le développement des services, le développement de toute cette logistique notamment. Et nous sommes rendus compte que pour pouvoir effectivement profiter et créer de la croissance dans ce secteur-là, on avait une opportunité qui était justement la CAN 2017. Nous avons donc mis en place une offre touristique qui va effectivement vendre la destination Gabon aux touristes sportifs qui sera présent dans notre pays. Nous avons donc ciblé le personnel de la CAF, nous avons ciblé le touriste, nous avons les épouses, les enfants, et nous avons mis en évidence toutes les facettes du tourisme de Gabon, que ce soit la nature, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'historique à travers des visites de sites, que ce soit la visite de localité historique, voilà, et les loges. Nous avons essayé d'identifier une cartographie. Ça, c'est votre vision, c'est ce que vous voulez atteindre, parce que finalement, en 2012, cet aspect, comme vous l'avez dit, n'avait pas été pris en compte. Quels sont les mécanismes pour pouvoir vendre le tourisme gabonais? On a déjà arrêté une offre que nous avons déjà partagée avec les acteurs transversaux parce que nous estimons qu'il faut que tout le monde s'implique. Nous avons donc mis en place une équipe de projet qui se met en place. Nous avons déjà discuté avec les opérateurs qui sont justement en face, qui sont justement les animateurs de tourisme. Et l'idée est de mettre à la disposition de l'opérateur, du visiteur, dans l'avion, à l'aéroport, à la gare, dans le bateau, dans tous les espaces que nous pourrons effectuer à l'hôtel, des guides. Donc nous anticipons déjà sur la vente, parce que quand vous arrivez au Gabon, si dans l'avion on distribue des petits prospectus pour vous permettre de découvrir des visites, ou alors dès que vous arrivez, vous avez cet accueil-là, nous allons insister sur le côté agréable de l'accueil à l'aéroport. Nous allons mettre des villages de souvenirs à tous les endroits de passage. Nous allons mettre en évidence des cars, comme dans tous les pays du monde. Lorsque vous arrivez dans un pays, vous avez un car avec des visiteurs pour faire rêver, avec des sièges au-dessus. On connaît les bus londoniens, voilà. Un peu comme les bus londoniens. Nous sommes en train de bâtir ce projet pour le rendre crédible. Nous allons l'intégrer effectivement dans la coordination. C'est notre objectif de l'organisation de la CAN. Parce que nous restons convaincus que c'est à travers cette opportunité qu'on peut vendre. Vous voyez, quand vous allez dans les pays, dans le monde entier, vous ramenez toujours un souvenir du pays. Nous avons demandé effectivement à ce que les artisans orientent leur créativité vers la mise en évidence de leur art dans les objets du souvenir qui rappellent chacune des provinces qui seront visitées. Vous allez à Franceville, qu'est-ce qui pourrait rappeler aux visiteurs qu'il est allé à Franceville? Qu'est-ce qui pourrait rappeler aux visiteurs qu'il était à Port-Gentil ou à Oyem ou à l'Estuaire? Donc nous sommes en train de mettre effectivement tous ces outils-là pour que
la croissance et les opérateurs économiques du secteur puissent vraiment profiter de cette opportunité. Dans ce dossier, pour finir, Louis-Philippe, dans ce dossier, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la levée de fonds ou le changement de mentalité? Parce que est-ce que le Gabonais, finalement, est accueillant? Je pense que oui, le Gabonais est accueillant. Même si on a souvent tendance à dire qu'il est introverti, il reste chez lui. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de voir tous ces bénévoles qui ont accompagné la Cannes 2012. Ils étaient agréables, ils vous accompagnaient. Je pense qu'il faut aller au-delà de la mentalité. Ce qu'il faut, c'est séduire. C'est séduire ce Gabonais lui-même qui a du mal à aussi s'approprier du patrimoine touristique de son pays. Il faut donc le mettre en visibilité, non pas simplement pour l'étranger, mais également pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous estimons que tout le monde doit se sentir impliqué dans ce projet-là, que ce soit même au ministère des Infrastructures. Nous avons besoin d'avoir des espaces, des aires de vie sur la route pour pouvoir mettre un espace de souvenirs. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut rendre visible ce patrimoine touristique. touristique. Vous parlez d'implication. Justement, comment l'artisan de Mékambo fait-il pour être impliqué là-dedans? Nous avons mis en place des relais avec nos directions provinciales qui sont à pied d'œuvre pour les identifier et les faire participer au projet. Je vous disais tout à l'heure que dans les services, par exemple, nous sommes en train d'offrir une opportunité de formation aux guides, parce que dans les pays du monde entier, quand vous arrivez, vous avez des jeunes qui sont effectivement formés pour rappeler l'histoire du pays. Donc nous avons déjà identifié ces jeunes-là. Nous avons des cibles que nous avons trouvées à la faculté de langue, notamment, on est en train de mettre le projet en place pour qu'ils soient dès à présent formés sur le rappel de l'histoire, qui est une synthèse que l'on fait aux touristes dans les bus ou, vous voyez, le capitaine Choréré, la statue de la liberté devant le front de mer, pour ne citer que ça et bien d'autres. Il faudra bien qu'il y ait un jeune, ou pas forcément un jeune, je dirais, mais et d'ailleurs, ça nous donne l'opportunité de pouvoir reconvertir les salariés qui aujourd'hui n'ont plus d'emploi, parce que dans le secteur pétrolier, il y a des pertes, il y a des talents qui sont disponibles et que nous pouvons susciter, soit des retraités. Donc tout ça, ça crée de la croissance, ça crée de la dynamique, ça crée de la richesse et ça donne de la valeur. Selon votre cahier de charge, c'est dans 8 mois. Vous êtes dans les délais pour cette forte mobilisation? Nous sommes en train justement de nous mettre cette pression pour atteindre ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, je vous ai dit qu'on a identifié des actions visibles à très court terme, à moyen terme, parce que il ne faudrait pas croire que le tourisme au Gabon va s'arrêter à une réflexion du ministère uniquement sur la Cannes. Nous estimons que c'est un premier point de départ, une accroche qui va effectivement donner une opportunité de créer cette croissance et cette dynamique auprès de tout le monde. Mais bien évidemment, nous sommes en train de nous approprier la stratégie nationale du tourisme au Gabon parce que c'est un pan où on a un boulevard de métiers. Vous voyez, par exemple, le développement des services, il y a un lien avec le tourisme. C'est un service, c'est l'accueil, ce développement des services, pour moi, c'est un véritable boulevard, même pour avoir une assistance, pour obtenir un titre foncier. Vous pensez bien que si vous avez une agence qui vous offre ce service-là, vous êtes dans la situation de confort. Je prends encore les formalités de services funéraires. Vous avez les moyens pour mettre tout ça en place? Je pense qu'avant d'avoir les moyens, il faut pouvoir penser. Parce qu'on a l'impression que tout est déjà conçu. Tout est conçu. Est-ce que financièrement, ça va suivre? Je vais vous dire, pour séduire justement le banquier, qu'est-ce que vous faites? Vous présentez un bon projet. Je reste convaincue que les projets que nous mettons en place sont séduisants. À partir du moment où vous avez ce facteur de séduction et de pertinence et d'effectivité, le financement suit. En fait, le problème, c'est que nous sommes dans un contexte de crise, tout le monde le dit, il faut serrer la ceinture. Et avoir le calendrier qui est le vôtre, l'agenda qui est le vôtre, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire qu'il va falloir des gros moyens. Non, pas forcément. Beaucoup de personnes pensent que pour faire des choses, il faut de gros moyens. Mais non. Il faut aller à l'essentiel. Il faut circonscrire l'action et la priorité. Il ne faut pas forcément toujours des milliards pour réussir quelque chose. Et je reste convaincue qu'avec un bon projet, avec des délais et les moyens, on peut arriver à faire quelque chose. Je pense que c'est un objectif de performance que nous nous sommes donné au niveau du ministère. Nous ne pouvons pas rater l'opportunité de la Cannes 2017 au Gabon en ce qui concerne le tourisme. Nous sommes arrivés au terme de ce Nzimba. Votre mot de fin, Madeleine Baird?
écoutez, je reste optimiste sur le fait que dans un temps de crise, il faut effectivement se revisiter et s'adapter. Donc, j'invite tout le monde à adopter le slogan du changeons ensemble, changeons de mentalité et donnons à la chance à tout le monde. Je pense que c'est sur ce mot que je pourrais conclure. Merci Madame le ministre d'avoir accepté notre invitation, aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Ndimba. Pour animer les débats, j'étais accompagnée de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique, à bientôt.